Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Allumer la flamme. L'éducation est l'arme la plus puissante que nous ayons pour changer le monde. Nelson Mandela. Ce livre ne vous expliquera pas comment maigrir, devenir plus riche ou plus intelligent, même s'il pourrait bien vous y aider. Il ne vise pas non plus à vous donner des clés pour progresser ou faire progresser vos enfants, même si là encore, il pourrait vous aider. C'est un livre sur la survie. Un livre pour apprendre à survivre en tant qu'individu, famille, communauté, société. Nous avons beaucoup de choses à apprendre si nous voulons trouver de meilleures façons de vivre ensemble, de répondre aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi de saisir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Dans une époque où tout change si vite, où tant d'entre nous se sentent sans repère, où le sol semble se dérober sous nos pieds, ce livre pourrait nous aider à retrouver un peu de contrôle sur ce qui nous arrive. J'espère aussi qu'il contribuera à faire de nous de meilleurs ancêtres. Qu'apprendre et comment? Après avoir rencontré Zainab et Ahmed, j'ai quitté la diplomatie pour me consacrer à l'éducation du million d'enfants syriens qui ne sont pas scolarisés. L'enjeu était de faire comprendre aux dirigeants politiques et aux chefs d'entreprise que nous sommes confrontés à un choix simple. Dans l'avenir, certains de ces réfugiés rejoindront les pays riches avec des blouses de médecins ou des gilets de sauvetage. Et dans d'autres cas, des ceintures d'explosifs. À maintes reprises au cours de ce travail, des jeunes et leurs parents m'ont dit que ce qui comptait le plus à leurs yeux, c'était l'éducation. Mais en passant d'un pays à l'autre, dans l'espoir de trouver la sécurité, ils devaient s'adapter à de multiples systèmes éducatifs pendant un temps précieux, et chaque fois, un peu d'espoir. J'ai rencontré un réfugié afghan, Khaled, qui avait connu 5 systèmes éducatifs en un an. Or, on sait qu'en Europe, les migrants sont 2 fois plus susceptibles d'abandonner l'école. Plus largement, 6 jeunes sur 10 dans le monde ne savent ni lire ni compter, et 75 millions d'entre eux ne reçoivent aucune éducation formelle. Mais la question de Zainab soulève un problème bien plus vaste que la scolarisation de tous ces enfants. Une fois à l'école, qu'ont-ils vraiment besoin d'apprendre? Et nous-mêmes, que devons-nous apprendre qui ne nous a pas été enseigné lorsque nous étions à l'école? À l'Université de New York, j'ai passé 2 ans à la tête d'une équipe qui tentait de répondre à la question de Zainab. Comment faire en sorte que les humains apprennent les bonnes choses de la bonne manière? Quelles compétences nous aideront à survivre et comment les développer? J'ai interrogé des centaines de personnes, des commandants des forces spéciales aux réfugiés, en passant par des premiers ministres, des pionniers de l'éducation, des aventuriers et des titans de la technologie. J'en ai appris beaucoup, peut-être davantage, en organisant des hackathons d'étudiants à Abu Dhabi, Shanghai, Sydney, Madrid, Nairobi et New York. C'étaient des événements intenses, au cours desquels des jeunes se confrontaient à un défi dans un esprit collaboratif. Nous leur demandions d'identifier ce qu'on ne leur enseignait pas mais qu'ils devaient savoir. Le processus était délibérément chaotique afin de libérer la créativité. Certains de mes collègues ont dû penser que j'avais perdu la tête. Mais alors que le projet prenait de l'ampleur, il est apparu que les élèves appréciaient beaucoup de réfléchir à ce qui leur manquait. Je craignais d'aboutir à une liste sans fin. Or, au fur et à mesure que les réponses arrivaient, il est apparu que ces jeunes, quel que soit leur pays d'origine et leur niveau d'éducation, avaient en fait une idée très claire de ce qu'ils souhaitaient. À quoi devrait ressembler, selon eux, un programme d'études au XXIe siècle et pour le XXIe siècle? On y étudierait d'abord l'histoire mondiale. D'où venons-nous et comment en sommes-nous arrivés là? Tous ces jeunes savaient fort bien que l'humanité avait en partage une identité et une histoire, mais ils regrettaient de ne pas mieux les connaître.
Ils voulaient savoir comment l'histoire de leur pays apparaissait aux autres et comment elle était liée à l'histoire des autres pays. L'histoire que nous voulons étudier, ce n'est pas nous contre eux, ni les gagnants et les perdants. Ils estimaient aussi manquer de connaissances de base en politique, en éducation civique et en éthique. Quelles sont nos obligations les uns envers les autres? Quelles sont les limites de nos libertés? Et comment changent-elles d'un pays à l'autre? Comment les hommes se sont-ils gouvernés au cours de l'histoire? Tous les groupes, c'était frappant, considéraient aussi que leurs connaissances étaient insuffisantes en ce qui concerne leur santé physique et mentale. Ils voulaient apprendre les premiers soins d'urgence, recevoir des conseils en matière de régime alimentaire et d'exercice physique, ainsi qu'une éducation sexuelle. Ils accordaient aussi de l'importance à des compétences de vie, ni glamour ni révolutionnaires, savoir gérer ses finances, faire la cuisine ou entretenir un véhicule. Peut-être que les générations précédentes ont acquis ces compétences pratiques au sein de leur famille ou de leur communauté. Ils évoquaient aussi constamment le besoin de compétences numériques. Non pas parce qu'ils les utiliseraient nécessairement, mais parce qu'elles constituent un langage à maîtriser. Nous ne deviendrons pas tous des codeurs, mais nous devons comprendre la technologie qui nous entoure. Ils estimaient que les systèmes éducatifs ne les forment pas suffisamment à exprimer des opinions, construire des arguments et influencer les autres. Ils n'aspiraient pas simplement à projeter leur propre voix, mais plutôt à savoir écouter correctement, s'engager et débattre de manière constructive. Ils voulaient développer la tolérance, le respect et l'ouverture, ainsi que l'empathie. Cela signifiait non seulement apprendre à respecter les personnes issues d'un autre milieu géographique ou culturel, mais aussi savoir parler aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ils évoquaient fréquemment la résilience, la capacité à faire face à l'échec, ainsi que l'anxiété et la pression qu'ils ressentaient au quotidien. Nous sommes toujours en marche, nous ne nous arrêtons jamais. Régulièrement, c'est dans le contexte d'un débat plus polarisé que surgissaient ces questions. Comment trouver notre voix? Comment savoir quand parler? Comment savoir quand on nous trompe? Une autre question les taraudait. Comment pouvons-nous apprendre le mieux? Ils avaient une expérience très variée en la matière, de l'éducation minimale aux écoles modernes et impersonnelles avec leurs rangs de tables bien rangés, en passant par les établissements privés les plus prestigieux, mais tous plaidaient en faveur de plus d'autonomie et de flexibilité. Ils voulaient plus d'apprentissage en dehors de la classe, plus de musique et de sport. Ils aspiraient à voyager davantage, à rencontrer des gens d'autres cultures. Ils regrettaient l'importance donnée par les parents et les enseignants aux compétences académiques, avec des évaluations axées sur les examens et la mémorisation. Ce qu'il faudrait évaluer, c'est notre capacité à travailler en groupe et en équipe, à résoudre des problèmes et à réaliser des projets ensemble. On devrait nous encourager à prendre des risques au lieu de nous en décourager. La plupart estimaient que la technologie n'est pas encore utilisée à son plein potentiel. Cela pourrait nous donner accès à tellement plus de choses, mais on nous dit toujours d'éteindre nos téléphones. Nous ne pouvons pas accéder à Internet pendant les examens, et pourtant, dans la vraie vie, tout le monde le fait. Ces hackathons ont confirmé le profond désir de changement et l'urgence de réinventer nos systèmes éducatifs. Plus particulièrement, l'exercice a mis en évidence l'importance d'impliquer les apprenants dans la conception de leur propre apprentissage. Comme l'a dit le philosophe Shunzi, « Montre-moi et j'oublie. Enseigne-moi et je me souviens. Fais-moi participer et j'apprends. » Tout ce que j'ai entendu m'a déstabilisé, mais aussi stimulé et inspiré. Car les questions que posaient les étudiants étaient fondamentales. Pouvons-nous progresser dans notre façon de vivre ensemble? Pourquoi perdons-nous ce lien vital avec ce qu'Abraham Lincoln appelait la part de l'ange en nous? Pourquoi la technologie et les médias sociaux encouragent-ils tant nos pires instincts et si peu nos meilleurs?
Pouvons-nous reconquérir l'espace du compromis, de la compréhension et de la raison? Ou bien les premiers prototypes de la société mondiale seront-ils créés par les autocrates, les extrémistes et ceux qui pensent que le 21e siècle sera voué à construire des murs? Avec l'aide de ces jeunes, j'ai transformé leurs commentaires en un cours sur les compétences de survie au 21e siècle, qui est devenu ce livre. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.